Hello guys, thank you and welcome back à tous les anciens et nouveaux visionnaires. Ici vous êtes sur l'audience, sur le contexte pour réussir, une vérité dans l'humour, une motivation pour éveiller la conscience, visualiser votre futur pour le réaliser. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Rolly Chingangoy, le Cobra Visionnaire, le créateur, manager de la marque JSB Invincible, fondateur de Bantu Showbiz Production, président général de l'association Young Bantu. Alors, je suis actuellement dans mon village natal qui est Koumono, qui se situe dans le département de la Lékoumou, justement à 67 km de Sibiti. Alors Sibiti dans la Lékoumou est comme, en fait c'est le chef-lieu, par contre c'est le chef-lieu du département, comme le savons avec Pointe-Noire dans le Kouilou, Brazzaville dans le Poul, Kaï dans la Bouinsa, et voilà un peu. Donc je suis arrivé ici depuis le lundi passé, donc ça me fait pratiquement plus d'une semaine. Ouais. Et avant ça, j'étais arrivé à Dolisie le vendredi. Ça me fait pratiquement plus d'une semaine déjà. Et c'était un grand plaisir, puisque ça me faisait pratiquement plus de 5 ans que je n'avais mis pied à Dolisie, tout comme à Sibiti. Ouais. Donc du coup, il fallait faire un peu cette aventure-là. On ne sait jamais, peut-être ça sera après plusieurs années encore. Donc il fallait profiter de cette occasion-là. Alors, depuis que j'avais annoncé mon voyage, pas annoncé. Quand je voyageais, j'ai annoncé, bon voilà, je suis à Dolisie, je suis à Sibiti et autres. Mais j'ai vu des réactions un peu drôles, si je peux le dire. Certains se disent carrément que non, je suis venu pour faire fétichisme et autres. Mais je trouve ça très drôle. Je trouve ça très drôle. Pourquoi? Bon, d'un côté, c'est pas de leur faute, parce que lorsqu'on parle de Sibiti, la seule image qu'on voit de Sibiti, c'est ce côté-là en fait. Côté fétichisme, côté sorcellerie et autres. C'est dû à l'histoire, je pense. C'est dû à l'histoire. Parce que déjà à l'époque, nos grands-parents, disons nos ancêtres, avaient utilisé un peu pas la magie noire, je peux dire les incantations pour faire face à certains ennemis, précisément pendant la guerre. Pendant la guerre, lorsque les ennemis venaient dans le département de la Lékoumou, nos génies traditionnels, si je peux les appeler comme ça, utilisaient ces rituels-là pour protéger le département. Je me rappelle d'une histoire qu'on m'avait dit. Lorsque les ennemis venaient, je crois que c'était les Angolais ou comment, je sais pas. Je sais pas si c'était la guerre de 92 ou bien la guerre de 97. Lorsque les gars étaient arrivés à l'entrée de la Lékoumou, donc avant d'arriver à Sibiti, parce que Sibiti c'est la porte du département, avant d'arriver dans d'autres villages, que ce soit Komono, Bambama, Zanaga, Mayeye, tout ça, il faut d'abord arriver à Sibiti. Voilà. Donc avant que ces ennemis arrivent à Sibiti, pendant ces guerres-là, nos ancêtres faisaient disparaître tout le département. Dans quel sens? Soit, pas soit. Donc, je m'excuse. Donc, il y a eu une période là où ils avaient fait disparaître tout le département en rendant le département un lac en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, lorsque les gars arrivaient au pont, il n'y avait plus le pont. Et de l'autre côté, il n'y avait plus la terre, il n'y avait que l'eau. Partout, il n'y avait que l'eau. Et lorsque ces ennemis-là prenaient les hélicoptères pour essayer un peu de traverser cette rivière-là ou cette eau-là, de l'autre côté, ils voyaient maintenant, comment on appelle, ils voyaient que le champ de bananiers en fait. Parce qu'ils voyaient le champ de bananiers, il n'y avait pas la population. Alors que sur place, les gens marchaient comme prévu. Ils apercevaient quand même les hélicoptères tourner et autres. Mais ceux qui étaient dans les hélicoptères ne pouvaient pas apercevoir les gens et les maisons sur le sol en fait. Voilà comment, après ces événements-là, les gens commençaient à se dire, bon, accuser Sibiti en fait, tous les gars de Sibiti des sorciers ou bien des accusés de tout ce que vous connaissez en fait. Tu voyez. Mais je pense que ces pratiques-là, ça s'est aussi répété ici à Komono parce qu'il y a mon oncle qui me le racontait en fait. Et il disait ceci, qu'à l'époque de la guerre de 97 précisément, pendant la guerre, les chefs de village avaient fait appel à tous les féticheurs du village. Bon, même quand on parle de Lefutu, de Bambama, tous ces gars-là s'étaient rapprochés ici. En fait, ils étaient venus à Komono pour essayer un peu de faire des rituels afin de sauver le village. Donc, qu'est-ce que ces féticheurs-là avaient fait? Eux, ils avaient carrément
rendu, il faisait jour ce jour-là, il faisait jour. Après plusieurs rituels, il y avait carrément l'obscurité en fait. L'obscurité, c'est comme s'il faisait même 2h, 3h du matin, pas de lumière et autres, alors que ça faisait pratiquement midi en fait. Est-ce que vous voyez? Donc ce sont ces pratiques-là qui ont laissé croire aux gens que voilà, Asibiti, c'est le fétichisme, Asibiti, c'est la sorcellerie, parce que les gars-là sont terribles. Oui, bien sûr, je pense que dans tous les départements du Congo, on trouve ce genre de rituels-là. Il n'y a pas que Asibiti en fait, vous partez même dans la Bouenza, il y a Bouenza et Bouenza, voilà. Vous partez de la Bouenza, vous allez trouver les mêmes pratiques, vous allez trouver ces mêmes pratiques dans le pôle et autres. Déjà avec les ninjas, vous connaissez l'histoire avec les ninjas, ce sont les gens qui disparaissent. Donc ce sont les mêmes pratiques qui se répètent partout en fait. Donc disons c'est un héritage, c'est un patrimoine congolais. Donc arrêtez de croire que il n'y a que Sibiti, il n'y a que les gens de Sibiti qui ont détenu ce don-là, je ne sais pas si on peut l'appeler don, qui ont ce miracle-là de transformer les choses par tout objet ou bien faire des rituels pour, je ne sais pas comment le dire en fait. Ouais, il faut aussi souligner que à part ces pratiques par exemple de faire disparaître tout le département, il y a plusieurs personnes qui sont venues pour essayer un peu d'ajouter leurs forces, des forces surnaturelles en fait. Plus précisément des catcheurs, on a connu ces histoires là, des catcheurs, des militaires qui sont venus pour se faire un peu des protections et autres. Donc tellement que pendant la guerre, nos sages ou bien nos ancêtres ont démontré de quoi ils étaient capables, et c'est ce qui avait attiré plusieurs personnes pour faire le tourisme, si je peux le dire, ou bien pour venir faire d'autres pratiques. Mais c'est pas seulement pour ensorceler comme les gens le pensent en fait. On retrouve cela dans presque tous les départements du Congo, même vers le nord là-bas, il y a ces pratiques-là. Même partout, même au Cameroun, il y en a, au Gabon, il y en a, partout il y en a. Mais c'est juste sur le marketing, bien qu'avant qu'on ne connaissait pas le marketing, mais c'est le fait qu'on parlait trop de Sibiti a laissé croire aux gens que voilà, il n'y a que ça qu'on peut retrouver à Sibiti, alors que actuellement Sibiti c'est une très grande ville, hein, une très grande ville avec des bonnes voies. Il y a l'électricité, il y a la mairie, et tout ça en fait, la plupart des choses que vous connaissez, l'État a construit ces choses à Sibiti. À Komono aussi, ici là, bien que l'électricité n'est pas encore officiellement, mais il y a déjà des poteaux d'électricité, poteaux électriques disons, et qui garantit déjà que peut-être dans quelques années, il y aura aussi l'électricité. Du coup, il y a la mondialisation, l'urbanisme, voilà, il y a quand même l'urbanisme, et voilà. C'est un truc qu'on retrouve partout. Alors, il faut savoir que malgré toutes ces histoires-là, je ne peux pas nier mon village parce que c'est là où vivent mes parents. Tu vois, mes parents paternels vivaient carrément à Sibiti. Malheureusement, ils sont tous décédés. Les parents paternels, que ce soit la grand-mère ou le grand-père, les deux vivaient à Sibiti. Vous voyez? Maintenant, là où je suis à Komono, c'est le village. C'est mon village natal maternel, si je peux l'appeler comme ça. Village maternel parce que mes mamans viennent d'ici. Vous voyez. Et déjà là, vous voyez, c'est la parcelle de mon grand-père. Cette parcelle existe depuis 1969. Donc aujourd'hui, je crois que ça fait plus de 44 ans. Si je ne me trompe pas. Hein. 44 ans, 39 ans. Je crois que c'est 39 ou 44 ans comme ça. Et la maison que vous voyez là, cette maison, tout comme ça c'est la cuisine, il y a deux cuisines là. Et là, c'est la plus grande maison. Il y a 5 chambres à l'intérieur, plus un salon, et 2 chambres studio dehors. Donc, les potes sont dehors. Là-bas, c'est un garage. Il y a nos groupes électrogènes là-bas, des machines à foufou, machines à quoi. Donc, c'est pour dire que ces maisons-là existent il y a plus de 34 ans. Mais la parcelle, plus de... les maisons existent il y a plus de 39 ans. La parcelle existe il y a plus de 44 ans. Donc, du coup, je ne peux pas refuser mon village parce que les gens croient ou parce que les gens disent que non, il y a du fétichisme, il y a de la sorcellerie là-bas. Je ne peux rien faire. Et je viens ici là, c'est pas pour ça en fait. Quand vous êtes sur place, c'est une autre réalité par rapport aux histoires qu'on raconte. Est-ce que vous voyez un peu? Moi déjà, ça ne cause pas de problème de venir ici parce que je viens ici depuis tout petit. Si je me rappelle bien, bon, moi j'ai une grande mémoire. Hein. Après la guerre de 97, j'étais encore tout petit. Bon, ça c'est une histoire que m'avait racontée. Après la guerre de 97, mes parents étaient venus ici, que ce sont mon père et ma mère. Ils étaient venus ici
pour essayer un peu de se replier en fait. Se replier. Et après cette période-là, je suis revenu ici en 2004. 2004 avec mes soeurs. Après 2004, nous sommes venus en 2007. Après 2007, nous sommes revenus en 2010. 2010, 2011 encore. Je suis revenu ici en 2012. 2012, nous sommes revenus en 2014. 2014, 2018, 2018 et 2023. Et c'est voyez un peu, ça me fait je sais pas plus de 8 fois, plus de 9 fois que je suis arrivé ici. Donc du coup, je me suis déjà familiarisé et je ne vois pas un souci. Et pour moi, c'est normal en fait de venir ici. Et je pense que tous ceux qui ne sont pas encore allés au village, je vous invite d'y faire tour en faire. Au fait, d'y faire tour parce que c'est très important. Vous allez découvrir plusieurs choses. Vous allez vivre un peu, découvrir ou bien connaître comment est-ce que les gens vivent au village. C'est très important. Vous voyez, à l'époque, lorsque je venais, j'avais très peur. Hein, j'avais très peur du noir. Très peur du noir. Je vous assure qu'ici, il fait très noir. Lorsqu'il est 19h, 20h, c'est très difficile de voir une personne qui est à 2 mètres de vous en fait. C'est très difficile. C'est très difficile. Du coup, lorsque je venais, avant, j'avais très peur du noir. Très peur du noir. Même sortir de cette cuisine pour se soulager, même au coin là, quelque part, j'avais très peur. Il fallait qu'on m'accompagne en fait. Mais aujourd'hui, lorsque je suis revenu, j'ai constaté que tout a changé. Oui, ça, Kabia, c'est Rangé. Quand je suis revenu, tout a changé en fait. Tout a changé. Hier, je suis allé déposer ma grand-mère parce qu'elle partait dormir à l'église. Je suis allé l'accompagner. C'est quand même loin en fait. Je suis parti avec elle. Au retour, je suis revenu seul. Il faisait quelle heure? Il faisait 20h, voire 21h presque. Je suis quitté là-bas. Je suis allé mettre mon téléphone en charge parce que j'ai laissé mon téléphone en charge. Je peux dire à 2-3 km. Tout noir, il n'y avait pas d'électricité. J'avais ma torche en fait dans la poche. Je suis quitté là-bas. Un quartier qu'on appelle Moupolo. Je suis quitté là-bas, je suis passé j'ai même dépassé la maison parce qu'il y a une grande voie. Hein. Je suis passé, je suis allé ouvrir mon téléphone, je suis revenu. Je suis même passé vers la route, vers les cimetières en fait, parce qu'il y a une route avant d'arriver chez nous. Derrière là, il y a une église catholique et derrière encore l'église catholique, il y a les cimetières. Et hier, j'ai pris ce courage-là de quitter l'autre quartier pour aller récupérer mon téléphone et quitter là-bas pour venir chez moi. Je suis passé vers les cimetières. Ouais, mais ça m'a redonné courage en fait, ça m'a redonné confiance parce que j'ai su faire face à cette peur-là. Parce qu'avant j'avais très peur, même aller dormir à l'intérieur aussi. Quitter ici pour aller dormir, si il n'y a pas une personne, je ne pouvais pas dormir. Est-ce que vous voyez un peu ce que ça fait? Ça m'a permis de prendre courage, de réaliser que j'ai grandi, de réaliser que la peur, j'ai surpassé la peur en fait. Parce que la peur c'est une chose que nous devons tous combattre. Parce que lorsqu'on a peur, on a comme si on freine en fait. On freine notre habilité à être en mouvement. Que ce soit dans nos projets professionnels, que ce soit dans nos petites activités. Lorsqu'on a peur, on n'a pas ce courage d'aller affronter la réalité. Donc moi, hier, je suis rentré, j'étais très content. J'ai dit à mon compère que voilà, c'est la voix qui est liée, on met un boulot aussi. Pipignon tout, mais tout comme le dit là, cimetière, le quiz et tout. Mais à l'époque, vous passez là, même lorsqu'on passait avec mes soeurs, que ce soit la journée ou la nuit, on se serrait comme, je ne sais plus, on se serrait comme si les gens, je ne sais plus trop, comme une poule avec ses enfants, vous voyez, comme une poule protège, lorsqu'une poule protège ses enfants, vous voyez la protection qu'elle met à ses enfants. C'est comme ça qu'on marchait avec mes soeurs en fait, à l'époque, lorsqu'on était plus jeunes. Mais aujourd'hui, après cette peur-là. Donc, c'est pour dire à tous ceux qui croient que non, je suis venu ici pour le fétichisme, c'est faux. Moi, mes parents vivent ici. Et je peux vous dire que tout le long du département de la Lécomo, j'ai mes parents dans presque tous les villages référentiels en fait. Quand je suis assez petit, je vous ai dit, mes parents paternels vivaient là-bas. Malgré qu'ils sont décédés, j'ai aussi d'autres parents, grands-pères qui vivent là-bas. Donc, le grand frère de ma grand-mère, côté paternel, lui il vit là-bas, il a une parcelle là-bas vers le quartier Moussanda, un peu plus bas là-bas, de l'autre côté. Et voilà, vous voyez, c'est mon village, c'est ma ville. Et quand je viens ici à Komono, pareil, j'ai de la famille ici. Quand je pars à Zanaga, pareil, quand je pars dans d'autres villages comme Douakani, c'est aussi le village de mes parents paternels. Quand je pars à Lefutu, côté maternel, quand je pars à Bambama, Tanga, tous ces villages-là, j'ai des parents en fait. S'il s'agit de voyager,
je n'ai pas un souci pour là où dormir en fait. Ouais. Donc c'est très important de faire les tours au village. Je suis venu parce que je voulais vraiment arriver, parce que ça fait longtemps, pratiquement 5 ans. J'ai voyagé, je suis parti au Gabon, je suis parti au Bénin, Togo, Ghana, je suis revenu au Gabon, Pointe-Noire, Brazza, Belize, voilà. Aujourd'hui je suis à Comodo. Pour moi c'est un très grand plaisir en fait. Et je vous invite aussi à visiter vos villages et à découvrir comment est-ce que les gens vivent. Le fait de venir ici depuis tout jeune m'a permis à me faire connaître. C'est vrai. Quand je viens ici, que ce soit depuis même le centre c'est comme le centre-ville. Quand vous arrivez, les véhicules vous emmènent, vous laissent au centre-ville. Okay? Donc quand j'arrive là-bas, il y a toujours 2 ou 3 personnes, deux ou trois personnes qui me reconnaissent en fait. Tout simplement parce que je viens ici depuis tout petit. Quand j'arrivais à l'époque, j'avais beaucoup d'amis. Malheureusement, ils sont tous partis en ville. J'avais beaucoup d'amis. Quand j'arrivais, soit j'emmenais un ballon qui nous permettait de jouer au football. Et lorsqu'on n'en jouait pas, on partait faire aussi la chasse des souris en fait. Ici là on mange des souris. Est-ce qu'on doit appeler ça souris ou rat? Peu importe. Je vois les rats qui vivent en brousse. Je ne sais pas le rat. Le rat c'est lui qui vit dans la maison ou bien c'est celui qui vit en brousse. Je ne sais pas. Mais je pense que vous comprenez déjà. Lorsqu'on jouait au foot, on partait en brousse pour aller faire les pièges des souris, parfois des combis. Bon, en français, je ne sais pas comment on appelle, combi. Combi, c'est combat, on dirait, apparemment. C'est combat. Combat, je pense. Voilà, les combis dans la plaine, tout ça là. En fait, il y avait vraiment une ambiance que je regrette aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, le village est vidé, je n'ai plus assez d'amis. Et il n'y a que des jeunes en fait que je ne connais pas en fait. Vous voyez. Et à part ça, on partait aussi dans des rivières pour aller se laver lorsqu'il faisait 16h, 15h, 16h, 17h. On se regroupait au moins nombre de 10, peu importe le nombre. On partait dans nos rivières pour aller se laver, vous voyez. Donc, il y avait cette course-là, il y avait cette concurrence. Qui va se laver en dernier, hein, qui a froid, qui n'a pas froid, vous voyez. C'est ces périodes-là qui m'ont poussé à avoir un attachement à mon village, en fait. Et après ça, on partait aussi au champ. On partait au champ avec nos grands-parents, nos grandes sœurs. On venait ici, là, on venait dans moi. Hein. On venait pas sûr. On pouvait se retrouver pendant une vacance, on pouvait se retrouver à plus de 5 ou 6 petits-fils, petites filles, en fait. Voilà, donc, du coup, chaque matin, les jours qu'on décide de partir, on bosse, en fait. On se met en rang. Donc, c'est comme si... c'est comme si, je sais pas... comme une poule avec ses enfants, se mettant en rang, chacun avec son panier. Moi, à l'époque, j'ai apporté mon panier. Et en partant en brousse, en fait. En partant en brousse, on avait plus de 3 brousses. Donc, une brousse là où on partait seulement pour la canne à sucre, parce que notre père, à l'époque, lui faisait la boisson locale. On appelle l'ungui là. Je ne sais pas d'autres langues. On appelle ça comment? Chez nous, on appelle ça l'ungui. On faisait la canne à sucre. Ici, on partait pas vers la canne à sucre, on partait faire le manioc. Donc les tubercules, on déterrait les tubercules, on dépluchait. Ensuite, on partait mettre dans une rivière spécifique en fait. Et après quelques jours, 5 à 6 jours, on partait maintenant pour faire sortir le manioc. Carrément le manioc, on prépare là et d'autres. Lorsqu'on faisait cela, que ce soit avec la boisson ou avec les maniocs, chacun emmenait sa quantité qu'il pouvait emmener. Et par après, lorsqu'on vendait la boisson ou lorsqu'on vendait les maniocs, l'argent revenait à la personne en fait. C'était une sorte de nous initier à entreprendre en fait. Tu vois? Voilà pourquoi je dis, c'est pas pour rien que je fasse des merveilles ou bien que je me débrouille un peu plus mieux à ce que je fais. Parce que depuis tout petit, nos grands-parents nous initiaient déjà à faire ces choses-là. Et lorsqu'on partait pas faire le manioc, on partait déterrer les ignames en fait. On avait les ignames ou les bananes, tout ça là. Voilà. Lorsqu'on partait au champ, on avait 3 brousses pour en partir. Pour la canne à sucre, le manioc ou les ignames, bananes. Donc c'était dans une même brousse. Et voilà comment j'ai eu à passer des très bons moments ici au village. Donc ça nous motive en fait. Lorsqu'on parlait des vacances, on était tous contents. Ah, on va aller au village pour aller passer des bons moments avec nos amis, nos grands-parents. Et voilà.
C'est un peu ça. On partait aussi, voilà, j'ai oublié, on partait aussi faire la pêche artisanale. La pêche artisanale, Kupupa. On appelle ça Kupupa. Donc, lorsqu'on arrive par exemple dans une rivière, par exemple la rivière pouvait couler dans ce sens. Et qu'est-ce que nos grands-mères, parce qu'on partait là-bas souvent avec nos grands-mères et quelques grands-pères, donc on essaie un peu de dévier, de faire dévier le cours d'eau en fait. Vous voyez, on fait dévier le cours d'eau et la partie où l'eau ne va plus arriver, on se met maintenant à évacuer la petite quantité d'eau qui reste et ensuite attraper les poissons. Puis les carpes, les cirules, Bangola, Bangola il n'a pas tra. Bangola il y a la frontière. Donc des trucs comme ça là. Et on pouvait, là-bas on partait très tôt le matin, au moins à 6 heures. On quitte déjà le village parce que c'était très loin, il fallait aller très loin. Parce que la plupart des rivières qui sont proches sont des rivières que les gens utilisent pour se laver, les gens utilisent pour boire de l'eau et tout ça. Donc on ne pouvait pas priver les gens pendant une journée à cause de notre, comment on appelle, de notre vouloir ou bien de notre propre bénéfice en fait. Voilà. Donc on partait plus loin. Donc pour arriver là-bas à temps, faire le travail et quitter là-bas aussi pour arriver à temps au village, il fallait partir très tôt le matin. Donc on partait environ 6 heures fort, voire même les 5 heures, on sommes déjà debout. Et lorsqu'on arrivait, on marchait beaucoup aussi. Donc c'est tout ça en fait. Vous voyez, on vivait une ambiance que je ne peux pas expliquer, que je regrette aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi, il n'y a plus les gars de mon âge. Je ne sais pas aussi, c'est parce que, je ne sais pas trop. Hein. Donc lorsqu'on partait, on partait faire la pêche. Au retour, on venait avec les poissons. C'était une belle expérience. Malheureusement, à l'époque, on n'avait pas de téléphone Android pour faire des photos, pour garder des souvenirs et autres. Mais sinon, j'en regrette quand même. Même dernièrement, j'ai donné à la grand-mère si avec la possibilité d'aller encore faire cette pêche-là. Elle avait dit, bon, je sais pas, il va réfléchir et tout. Donc, c'est un peu ça. Sinon, c'est important de venir au village. J'aime bien le village. Et je pense montrer mes enfants aussi cette voie-là. Les emmenant au village de temps en temps. Parce que c'est quand même important. Si j'ai eu des bonnes expériences ici, là, je pense que mes enfants aussi doivent en avoir. Ils peuvent en avoir aussi. C'est vrai. Donc, c'est ça. Sinon, à part ça, c'est fine. Hein? Ici, on ne meurt pas de faim. Toujours quelque chose à manger. Toujours quelque chose à manger. C'est-à-dire que là, la grand-mère est en train de faire le manioc. Et voilà, on mange. On ne pas manger. On n'a pas faim ici, là. Tu vois, derrière, là, il y a beaucoup d'arbres. Il y a beaucoup d'arbres, si tu veux cueillir des choses, que ce soit des oranges, des citrons et autres. On a abondamment, en fait. C'est vrai. C'est cool de venir au village. Donc c'est pour dire à tous les gars, à tous ceux qui croient que voilà, lorsqu'on vit au village, c'est pour faire ce qu'ils croient, c'est faux. C'est pour vivre ces expériences-là en fait. Pour moi, je pouvais rester à Pointe-Noire, sans pourtant venir ici là, mais ouais, vu que je garde tellement trop de bons souvenirs, raison pour laquelle je suis revenu. Donc j'espère que vous aussi, vous allez demander à vos parents de vous emmener au village, dans vos villages. Et je pense que vous allez me donner raison. À moins que si vous n'êtes pas trop complexé du fait qu'il n'y a pas l'électricité, du fait qu'il n'y a pas tout ce qu'il y a en ville et autres, ben c'est normal. On ne peut pas avoir toutes ces choses-là partout. Vous voyez, les choses qui sont en Europe ne sont pas en Afrique. Et les choses qui sont dans d'autres pays ne sont pas forcément dans nos pays en fait. Par exemple, le Nigeria, on ne peut pas comparer le Congo avec le Nigeria. C'est très loin. Donc ça veut dire que chaque pays a ses soucis, chaque pays a son développement, chaque village pareil et autres. Donc le souci ici là est que il y aura pas, vous n'allez pas trouver tout ce que vous voulez en fait. Ouais. Vous pouvez trouver quelques trucs nécessaires et les prix aussi seront différents, sûrement plus élevés que ceux de la ville en fait. Donc voilà. Merci. Je pense que j'aurai peut-être l'occasion de vous faire plusieurs autres vidéos afin de vous partager mes expériences ici au village. En tout cas, reste ensemble, mes visionnaires. Si vous voulez faire partie de la team des visionnaires, n'oubliez pas de liker, partager et commenter. Merci.